Chiffonnier. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent. Il ramasse comme un avare un trésor. Les ordures qui, remâchées par la divinité de l'industrie, deviendront des objets d'utilité ou de jouissance. Cette description n'est qu'une longue métaphore du comportement du poète selon le cœur de Baudelaire. Chiffonnier ou poète, le rebut leur importe à tous les deux. Dès l'origine, vice secret de la social-démocratie, le conformisme n'affecte pas sa seule tactique politique, mais aussi bien ses buts économiques. Il tient le développement technique pour la pente du courant, le sens où il croyait nager. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour s'imaginer que le travail industriel représentait une performance politique, la source de toute richesse et de toute culture. Cette conception du travail caractéristique d'un marxisme vulgaire ne s'attarde guère à la question de savoir comment les produits de ce travail servent aux travailleurs eux-mêmes, aussi longtemps qu'ils ne peuvent en disposer. Ce marxisme vulgaire ne veut envisager que les progrès de la maîtrise sur la nature, non les régressions de la société. C'est une notion de la nature qui rompt de façon sinistre avec celle des utopies socialistes d'avant 1848. Tel qu'on le conçoit à présent, le travail vise à l'exploitation de la nature, exploitation qu'avec une naïve suffisance, l'on oppose à celle du prolétariat. Comparé à cette conception positiviste, les fantastiques imaginations de Fourier, qui ont fourni matière à tant de railleries, révèlent un surprenant bon sens. Pour lui, l'effet du travail social bien ordonné devrait être que 4 lunes éclairent la nuit de la terre, que la glace se retire des pôles, que l'eau de mer cesse d'être salée et que les bêtes fauves se mettent au service de l'homme. Tout cela illustre un travail qui, bien loin d'exploiter la nature, est en mesure de faire naître d'elle les créations virtuelles qui sommeillent en son sein. Pour la social-démocratie, à l'idée corrompue du travail correspond l'idée complémentaire d'une nature qui, selon la formule de Dietzgen, est là gratis. Le sujet du savoir historique est la classe combattante, la classe opprimée elle-même. Chez Marx, elle se présente comme la dernière classe asservie. La classe vengeresse, qui au nom des générations vaincues, mène à son terme l'œuvre de libération. Cette conscience qui pour un temps bref reprit vigueur dans le spartakisme, aux yeux de la social-démocratie, fut toujours incongrue. En 3 décennies, cette social-démocratie a presque réussi à effacer le nom d'un Blanqui, dont la voix d'airain avait ébranlé le XIXe siècle. En attribuant à la classe ouvrière le rôle de libératrice pour les générations à venir, la social-démocratie lui a sectionné les nerfs, lui supprimant sa force. À cette école, la classe ouvrière a désappris tout ensemble la haine et la volonté de sacrifice, car l'une et l'autre s'alimentent, à l'image des ancêtres asservis, non point à l'idéal des petits-enfants libérés.
Le dernier miroir qui donne à la nature le caractère d'une marchandise s'incarne dans la prostituée. Sous la domination du fétichisme de la marchandise, le sex appeal de la femme prend plus ou moins intensément les couleurs de l'appel de la marchandise. L'argent rend sensuel, dit-on. Et cette formule ne donne elle-même que les contours les plus grossiers d'un état de fait qui va bien au-delà de la prostitution. La publicité moderne montre d'un côté à quel point la séduction de la femme et celle de la marchandise peuvent se confondre. Certes, l'amour de la prostituée s'achète, mais il n'en va pas de même de la honte de son client. La blessure rougie par la honte sur le corps de la société sécrète de l'argent et guérit. Elle se recouvre d'une escarre métallique, l'impudence jette la première pièce sur la table, la honte en rajoute une centaine pour la recouvrir. L'amour que l'on a pour la prostituée est l'apothéose de l'identification à la marchandise. Ce n'est pas par hasard si les relations du souteneur avec sa femme, qu'il considère comme une chose, qu'il a achetée au marché, ont tant enflammé les rêveries sexuelles de la bourgeoisie. La sexualité qui d'un point de vue social avait été auparavant stimulée par les rêveries sur l'avenir des forces productrices, l'est désormais par les rêveries sur le pouvoir du capital. Sous le règne de Louis-Philippe, le particulier fait son entrée dans l'histoire. Pour le particulier, les locaux d'habitation se trouvent pour la première fois en opposition avec les locaux de travail. Le particulier fait son affaire de l'idéalisation des objets. Il lui incombe la tâche impossible d'ôter aux choses, parce qu'il les possède, leur caractère de marchandise. Celui qui ne tient compte de la réalité qu'au bureau demande à être entretenu dans l'illusion par son intérieur. Cette nécessité est d'autant plus pressante qu'il ne songe pas à greffer sur ses intérêts d'affaires une conscience claire de sa fonction sociale. Dans l'aménagement de son entourage privé, il refoule ces deux préoccupations. Le salon bourgeois est une loge dans le théâtre du monde, où sont assemblées les régions lointaines et les souvenirs du passé. Le flâneur cherche un refuge dans la foule. La foule est le voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur en fantasmagorie. Cette fantasmagorie où elle apparaît tantôt comme un paysage, tantôt comme une chambre, semble avoir inspiré par la suite le décor des grands magasins, qui mettent ainsi la flânerie même au service de leur chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, les grands magasins sont les derniers parages d'une flânerie où l'intelligence du flâneur se familiarise avec le marché. L'Europe s'est déplacée pour voir des marchandises, dit Taine en 1855. Les expositions universelles sont les centres de pèlerinage de la marchandise fétiche. Les expositions universelles ont eu pour précurseurs des expositions nationales de l'industrie, dont la première eut lieu en 1798 sur le Champ de Mars. Elle est née du désir d'amuser les classes laborieuses,
Les travailleurs formeront la première clientèle. Les Saint-Simoniens qui projettent l'industrialisation de la planète s'emparent de l'idée des expositions universelles. Les Saint-Simoniens ont prévu le développement de l'industrie mondiale, ils n'ont pas prévu la lutte des classes. Dans les expositions universelles, les foules écartées de force de la consommation se pénètrent de la valeur d'échange des marchandises jusqu'au point de s'identifier avec elles. Il est défendu de toucher aux objets exposés. Ces expositions donnent ainsi accès à une fantasmagorie où l'homme pénètre pour se laisser distraire. À l'intérieur, l'individu s'abandonne dans le cadre de l'industrie de plaisance et reste constamment un élément composant d'une masse compacte. Cette masse se complaît dans les parcs d'attractions, dans une attitude tout en séduction et réaction. Elle s'entraîne par là à une forme d'assujettissement avec lequel la propagande tant industrielle que politique doit pouvoir compter. Les fantaisies de Granville réalisent la même chose, elles modernisent l'univers. L'anneau de Saturne devient pour lui un balcon en fer forgé où les habitants de Saturne prennent l'air à la tombée de la nuit. De la même façon, un balcon en fer forgé représenterait à l'exposition universelle l'anneau de Saturne, et ceux qui s'y avancent se verraient entraînés dans une fantasmagorie où ils se sentent muets en habitants de Saturne.